Shalom, nous allons étudier le Daf Kuf Ain Gimel dans Masechet Baba Batra et nous allons commencer tout en haut du Daf, premier mot Ve'ela Adetania. Mais avant cela, nous rappelons qu'on a vu à la fin du Daf Kuf Ain Bet qu'il y avait une marque entre Rava et Abaye. Selon Abaye, même si on ne craint pas dans la Mishnah ce qu'on appelle ici Nefila Dechat, c'est-à-dire qu'on ne craint pas que dans le cas où on a deux homonymes, le document tombe de la main d'une personne et tombe comme par hasard dans la main de l'homonyme pour qu'il en profite. Par contre, un document dans lequel il y aurait marqué moi, un tel, je te dois de l'argent, et donc la personne ici en face peut être n'importe qui, ce document n'a pas de validité parce qu'on a peur qu'il tombe et que n'importe qui le ramasse. Alors que selon Rabat, on ne craint ni l'un ni l'autre, c'est-à-dire qu'on part du principe qu'on ne craint pas, c'est qu'un document tombe. La Gemara objecte et dit la Hadetania. Comment comprends-tu cette braïta? Keshem she'en motzi'im shtachov ze al ze, kach en motzi'im al acherim. De la même manière, de la même manière que en motzi'im shtachov ze al ze, que dans la Mishnah on a vu que deux homonymes dans la ville, ils ont le même nom du père, Yosef ben Shimon. On a dit que dans la Mishnah on avait dit qu'ils ne peuvent pas chacun sortir un document l'un contre l'autre. Que l'un de l'argent à l'autre, on ne peut pas parce qu'ils sont homonymes. Sauf si, encore une fois, on a mis un siman, on a écrit dans le document quelque chose qui permet de distinguer l'un de l'autre. Mais si on ne l'a pas fait, on ne peut pas utiliser un document l'un contre l'autre. On avait dit, par contre, dans la Mishnah, on avait dit que par contre, chacun, l'un des deux, peut utiliser un document contre quelqu'un d'autre de la ville. Donc, si on a un des Yosef Ben Shimon qui a un document qui dit que Yosef Ben Shimon a prêté de l'argent à une autre personne, ça fonctionne. Pas face à son homonyme, mais face aux autres, oui. On a une braïta qui dit non. De la même manière qu'ils ne peuvent pas opposer un document l'un à l'autre, ils ne peuvent pas opposer un document à quiconque. Car en motsim al acherim, ils ne peuvent pas opposer un document à quelqu'un d'autre. La Gemara dit, quelle est la discussion entre notre Mishnah et notre Braïta, ce qui veut dire qu'on rappelez-vous encore une fois que selon la Braïta, de la même manière qu'ils ne peuvent pas chacun utiliser un document contre l'autre, selon la Braïta, ils ne peuvent pas non plus utiliser un document contre quiconque à partir du moment où on n'est pas certain que le bénéficiaire est Ben Shimon est bien celui qui a le document en main et pas son homonyme, alors que dans la Mishnah, on avait dit non. On ne peut pas leur opposer de documents, ils ne peuvent pas s'opposer de documents l'un à l'autre entre homonymes, mais eux, l'un par rapport à quelqu'un d'autre de la ville, ils peuvent. La Gemara propose plusieurs solutions. Beotiot niknot bemsira kamiflagé. Peut-être que la discussion elle est sur les otiot niknot bemsira. Rappelez-vous, on avait vu il y a quelques jours. Est-ce que lorsque l'on a un document, est-ce que l'on peut transférer ce document et transférer les droits qu'il y a avec? Imaginons que j'ai acheté un terrain et je veux le céder à quelqu'un. Est-ce que je peux lui céder mon document, lui dire voilà, je te cède ce document sur lequel il y a marqué que moi je l'ai acheté et je veux que la cession de ce document fasse que les lettres, le texte qu'il y a sur ce document te soit cédé, c'est-à-dire que ça te donne le droit qu'il y avait sur le document. Tana dinan sava, otnanik non bemsira. Le Tana de notre Mishnah pense que oui, otiot niknon bemsira, c'est-à-dire qu'on peut effectivement transférer, entre guillemets, les lettres qu'il y a sur un document. Tana Vara, le Tana, l'enseignant extérieur, c'est le Tana de la Braïta, ça va enotion niknon de Msira, pense que ça ne fonctionne pas. Et ce serait pour ça que dans la Mishnah, on aurait la possibilité pour l'un des homonymes d'utiliser le document face à quelqu'un d'avide. Pourquoi? Parce que ce soit lui-même qui soit vraiment la personne qui est marquée sur le document, ou que ce soit son homonyme, qu'est-ce qu'on va dire? Soit c'est lui le Yosef Ben Shimon qui est le bénéficiaire d'origine sur le document, soit c'est l'autre, mais l'autre qui lui a transmis le document de telle sorte à ce qu'il en acquiert les droits. Et donc au final ça marche. Mais dans la Braïta, peut-être que celui de la Braïta pense qu'on ne peut pas transférer les droits d'un document, il faut réécrire un document. Et donc, comme on craint que ce ne soit pas la bonne personne, ça ne fait un choix. Pour ça, c'était la première explication. Veibaitema, si tu veux dire autre chose, écoute, Alma, Otiot, Niknon, même Sira, t'as qu'à dire que les deux pensent que l'on peut transférer les droits d'un document. Mais peut-être qu'ici la discussion est à un autre niveau. Ok, on peut transmettre, mais est-ce que dans le cas où le nom qu'il y a sur le document n'est pas le même que celui qui justement tient le document dans la main, est-ce qu'il doit apporter une preuve sur le fait qu'il a justement acquis
entre guillemets, on a dit les lettres ou les droits du document. C'est-à-dire que l'on peut très bien penser, on verra tout de suite que c'est le marque travail à bailler. Au-delà de la discussion de base, est-ce qu'il est possible de prendre un document à mon nom et de le donner à quelqu'un de telle sorte à ce qu'il récupère les droits de ce document, un peu comme faire endosser un chèque comme c'était possible à l'époque, à une certaine époque en France, ou certains diront que ça ne marche pas. Mais au-delà de ça, même si ça marche, la question est-ce que quand quelqu'un, maintenant imaginons que ça marche, est-ce que quelqu'un qui donc possède un document, ce document n'est pas à son nom, est-ce que il suffit qu'il ait dans les mains pour que non seulement il est possible qu'il ait acquis, mais on part du principe même, une présomption, que oui, il a acquis ce document et donc les droits qui vont avec, ou non, c'est possible qu'il l'ait acquis, mais il faut tout de même qu'il en apporte la preuve. Donc, c'est ça la discussion, est-ce qu'il faut apporter une preuve ou pas? Tana Didan Savar, notre Tana pense que non seulement ça marche, mais qu'il n'y a pas besoin d'apporter de preuve. C'est pour ça qu'à partir du moment où le type a un document, et le document dit Yosef Ben Shimon, que ce soit lui ou pas lui, ça ne change rien. Parce que soit c'est lui, et tant mieux, et si c'est pas lui, il se peut qu'il l'ait acheté et il n'a pas besoin d'apporter une preuve. On part du principe qu'il est c'est à lui. Mais Tana Bara, ça va, ça la verrière. Le Tana la Braïta dit qu'il faudra apporter une preuve, c'est pour ça que ça ne marche pas. Deitma, dont on sait que c'est une marque loquette. Au Tanikna même Sira, Abaye, Amar. Sur le sujet, on dit qu'Abaye Amar, c'est-à-dire la verrière que, à propos justement d'un document qui aurait éventuellement été transféré, selon Abaye, on doit apporter une preuve. Et Rava dit Enot, c'est-à-dire la viraya. Et donc, du coup, ce serait peut-être ça le marque entre la Mishnah et la Braïta. Marabaye, Abaye propose et dit Menam il a d'où je sais, dis-moi, que justement il faut apporter une preuve des Tanya, c'est dans une Braïta. Echad minachim, shashtachov yotse mitachat yado. On a ici plusieurs frères qui héritent de leur père, et on a un des frères qui sort un document, et le document atteste que quelqu'un devait de l'argent au père. Et lui sort ce document en disant en gros, voilà, ça fait partie de mon héritage, c'est à moi, et donc c'est à moi qu'on doit rembourser. À la Viraya, le frère en question doit apporter une preuve qu'il a bien hérité, que ça fait bien partie de sa part, et qu'il n'a pas volé la part d'un autre ou la part commune. Donc à la Viraya, Maïla, Wadina Harine, donc Abaye propose de dire, de la même manière ici, qu'un des frères qui apporte un document qui effectivement peut être le sien, puisque c'est un document qui était au nom du père, et donc à un moment donné, il appartient à un des enfants, peut-être à lui, peut-être à un autre. Est-ce que cette situation est tranchée par le fait qu'il est dans la main ou pas? On voit ici que non. Même s'il a dans la main, on ne part pas du principe que c'est une preuve que ça lui a été partagé, donné, et donc il doit apporter une preuve. Pareil pour un document. Il est possible d'acheter ou de récupérer, d'acquérir un document dont les droits au départ étaient pour une personne qui ne porte pas mon nom, je peux le faire, mais à moi d'apporter la preuve. Donc ça, c'est la ressemblance qu'Abaye ferait. Et Rava lui dirait, Avamar, Shane Achin, des Shamtou Meadade. Rava dit, mais non, ça n'a rien à voir. Les frères, c'est spécial. Pourquoi là-bas dans les frères, il faut qu'il apporte une preuve? Parce que c'est l'habitude des frères de se voler les uns les autres. Et ici, on parle particulièrement d'un héritage. C'est-à-dire que on craint plus le fait que l'un des frères vole ce qui est commun aux autres parce qu'il a l'impression finalement que c'est quelque chose qui est autorisé, ça appartient à son père, ça appartient à tout le monde, c'est comme si c'était à lui, ainsi de suite. Il peut se trouver une justification et donc on craint plus un vol dans ce cas-là. Et donc on peut très bien imaginer que pour un frère dans un héritage, on lui demande d'apporter une preuve du document dans lequel le nom de son père est mentionné, mais que par contre, quelqu'un qui possède un document, on part du principe qu'on lui a transféré les droits qu'il y avait dessus au nom de quelqu'un d'autre. Il y en a qui disent que la discussion était opposée. Il y en a qui disent qu'en fait, c'est pas Abaye qui a apporté une preuve et Rava qui a rejeté la preuve. C'est dès le départ Rava qui justement a utilisé ce texte comme une preuve inverse pour dire justement que c'est que là-bas que c'est comme ça. C'est-à-dire, Amar Rava, Mena Minala, c'est moi Rava qui dit justement qu'il n'y a pas de preuve à apporter, d'où je le sais, des Tanya de ce même enseignement. Justement, que le fait qu'on nous dise là-bas que les frères, on a un des frères qui a une dette au profit de son père, il doit apporter une preuve. Le fait qu'on nous ait dit là-bas que dans ce cas-là, il doit apporter une preuve, et on a choisi un cas là-bas des frères,
Pourquoi on a choisi le cas des frères? Parce que justement, comme les frères ont l'habitude de voler les uns les autres, surtout dans un héritage, c'est pour ça qu'il doit apporter une preuve. Sous-entendu, dans un cas classique, il n'y a pas besoin d'apporter une preuve, et donc ce serait justement une preuve selon Rava, que dans les autres cas, il ne faut pas apporter de preuve. Mais Abaye il dira, après, non. Moi, je pense que même si c'est vrai, les frères se volent plus, ça ne veut pas dire que le dîner est différent. Pourquoi? Mais non, au contraire. Comme les frères ont tendance à se voler les uns les autres, on aurait pu penser que du coup, en conséquence, les frères font encore plus attention de ne pas laisser traîner les documents qui appartenaient au père. Et donc, tu aurais pu penser que parce que justement, les comportements sont tels que les frères peuvent se voler les uns les autres, ils font attention en conséquence, et donc en pratique, il y a moins de vols. Et donc c'est pour ça qu'il fallait t'enseigner que non seulement c'est un cas normal, mais même dans le cas des frères, on craint qu'il y ait un vol, il doit apporter une preuve. Le serait la viraya, Kamashman. Donc tu aurais pu penser qu'il n'y a pas de preuve à avoir pour les frères, Kamashman. Donc du coup, les deux, Rava et Abaye, continuent de camper sur leur position et de dire que justement, ici, selon Abaye, on doit apporter une preuve lorsque l'on a un document qui donne des droits à quelqu'un qui à la base n'est pas notre nom. Et selon Rava, pas du tout, on part du principe que s'il a le document, c'est qu'on lui a transféré, vendu les droits qu'il y a sur le document. Maintenant, la Gemara reprend la Mishnah, rappelez-vous, on avait vu que dans la Mishnah, lorsque l'on a deux personnes, deux homonymes, on avait vu que ils ne peuvent pas on ne peut pas leur réclamer d'argent, puisque le document ne dit pas exactement lequel des deux Yosef ben Shimon. On a vu également qu'eux-mêmes ne peuvent pas se réclamer l'argent l'un l'autre, mais on avait vu dans la Mishnah que par contre eux peuvent réclamer de l'argent à d'autres personnes. Après on a vu que dans une braïta, certains pensaient dans la braïta que même eux-mêmes ne peuvent pas demander d'argent aux autres, donc aucun document n'est valide dans la ville. Alors non. Et là on a une nouvelle braïta qui va dans l'autre extrême, de la même manière que eux dans la Mishnah on a dit qu'ils pouvaient utiliser un document contre les autres, de la même manière, ils peuvent chacun utiliser le document l'un contre l'autre. Alors, moi, pose la question, mais Mike a mis flagué, quel est ici le cœur de la discussion entre la Mishnah et la Braïta? Pourquoi, dans notre Mishnah, on voit qu'ils peuvent s'opposer à d'autres, mais pas l'un à l'autre avec ce document, et dans la Braïta, on dit qu'ils peuvent s'opposer l'un à l'autre. La Gemara propose, la lové, afalpi, en malver imo comme flagué. La discussion porte sur est-ce que on autorise un sofer, un scribe, quelqu'un qui écrit les documents, est-ce qu'on l'autorise à écrire un document en l'absence d'un des deux partis? Alors évidemment, le parti qui peut être absent, c'est celui qui serait bénéficiaire. Donc quelqu'un qui vient voir un sofer, il dit voilà, j'ai envie d'emprunter de l'argent à telle personne. Écris-moi un document comme quoi j'ai emprunté 100 euros à telle personne. La personne qui a le document, donc lui écrit le document, il va avec le document, et tant que le document n'est pas dans la main du bénéficiaire, du prêteur, dans tous les cas, la personne ne peut rien en faire. Est-ce qu'on tolère d'écrire ça, non pas évidemment à celui qui serait bénéficiaire, mais à celui qui s'engage, ou pas? Ce serait ça la marloquette. Tana didan, ça va notre Tana la Mishnah, Kata, ça va y pense, Kotvim, Shtar la lové, ve afalpi en malver imo. Selon notre Tana, on peut écrire un document, mais encore une fois on l'écrit pour l'emprunteur, même si le prêteur n'est pas présent, parce qu'en général on se dit qu'est-ce que l'on perd? Zimnin d'azil et gabe safra ve saade, ve amaleu kitvoli shtara de bainal et mizach miyosef ben shimon chavri. Parce que, du coup, si on peut le faire en général entre deux personnes qui n'ont pas le même nom, ici on pourrait avoir un souci, et un qui vient finalement dire voilà, je m'appelle Yosef Ben Shimon, écris-moi un document comme quoi j'emprunte Mechila de l'argent à Yosef Ben Shimon, et il fait ça, et après il utilise ce même document pour finalement inverser, et dire que lui n'est pas le Yosef Ben Shimon emprunteur, mais le bénéficiaire. Et donc du coup c'est logique que l'on craigne ce cas-là. Et Ubata Dekade Khatmele, Nakitale, une fois qu'il l'a fait écrire et signer, il le prend, et Amar Avli Mea des Ataminaï. Et il le fait à l'envers, il lui dit maintenant, rends-moi l'argent que tu m'as emprunté, et Tana Bara, le Tana la Braïta, pourquoi il dit que ça fonctionne? Ça va, Enkodim Shtar la Love, Hachi Emal Imo, lui pense, Tana la Braïta, qu'on n'écrit jamais un document
sans la présence non seulement de celui qui s'engage, mais même du bénéficiaire, et donc ce cas-là ne peut pas arriver. C'est pour ça qu'un Yosef Ben Shimon peut opposer un document à Yosef Ben Shimon, même si on ne les a pas différenciés clairement dans le document. On prend la Mishnah, Nimsa, Lechad Ben Shtarotav, Shtarosh Yosef Ben Shimon, Parua, Shtarot, Shneem, Purim. On a vu que lorsque dans la Mishnah on avait dit s'il y a un document, un chauvet, un document qui atteste que la dette de Yosef Ben Shimon a été remboursée, si les deux Yosef Ben Shimon doivent cette somme, à ce moment-là, les deux sont remboursés. Donc imaginons qu'on a un document qui dit voilà, Yosef Ben Shimon a remboursé Tartampion. Si Tartampion avait prêté de l'argent aux deux Yosef Ben Shimon et la même somme, les deux Yosef Ben Shimon vont être considérés comme étant deux personnes qui ont remboursé dans le doute parce qu'on ne sait pas lequel a remboursé. Alors, la Gemara ici pense que pour l'instant, le document se retrouve chez le malvé, chez le prêteur. T'as un madenimtsa, la Gemara dit attends, c'est parce qu'ici on a trouvé ce document-là, halonimtsa, on a l'impression ici que si on n'a pas trouvé ce chauvet-là, Matsimapik, on a l'impression qu'il peut leur sortir de l'argent, Ve'atnanan, Ve'lo achayachol osial em shtachov nan. La Gemara dit mais je ne comprends pas, dès le départ dans la Mishnah c'est marqué qu'on ne peut pas leur opposer de documents. Effectivement, ici, la Gemara pose une question qui est logique. On nous dit dans la Mishnah, à la base, que si on a deux homonymes, on ne peut pas leur opposer un document de créance. Après, on nous dit que si on a un document qui atteste qu'ils ont remboursé, les deux sont dispensés de payer. La Gemara dit, mais dans tous les cas, puisqu'au début de la Mishnah, tu m'as dit qu'on ne peut pas leur opposer de document de créance, on n'a même pas besoin de tomber sur la situation où il y a un document qui atteste qu'un des deux a remboursé. Est-ce que dans tous les cas, dès le départ, même, sans même ce document-là, on ne peut rien leur opposer puisqu'ils sont homonymes? Alors, ma réponse revient à Bimshulashim. La Gemara dit non, c'est un cas où on les a différenciés en donnant le nom du grand-père. On dit Venechze, Tavra, Bishma, des Mandictiv. Alors, la Gemara dit si on les a différenciés, on n'a qu'à regarder dans le chauvet, on n'a qu'à regarder dans le document qui atteste qu'il y a eu un remboursement, qui est celui qui a remboursé. À ce moment-là, pourquoi on dit que dans le doute, on fait bénéficier les deux? Amar Aboshaya, Ashaya explique Mimshulashim Bishta, Mimshulashim Beshover. Ici, ce qu'on dit, c'est qu'en fait, on est dans un cas où dans le document de base, on a fait comme il faut, comme c'est marqué à la fin de la Mishnah, pour qu'il n'y ait pas de problème, c'est-à-dire qu'on a bien précisé que Yosef ben Shimon ben Yitzhak, qu'on a précisé le grand-père. De telle sorte à ce que le document de créance lui-même est valide, même si on a deux homonymes, parce qu'on les a différenciés, donc ils ne sont plus homonymes sur le document. Simplement, dans le document de remboursement, là, on a oublié d'être méchalèche, donc de rapporter le nom du grand-père, et là, sur ce document-là, il y a un doute. Et c'est là-dessus qu'on dira que dans le doute, les deux ont remboursé. Ama Baye propose autre chose. Achikama nimtsa lalove ben shtarotav. On va dire propose autre chose. C'est pas un cas où on a trouvé le document chez le prêteur, mais chez l'emprunteur. Shtarosh Yosef ben Shimon alay paroi. Shtarosh shneem purim. Le chidouche ici là-bas serait de dire que si l'un des deux, Yosef ben Shimon, a un document comme quoi Yosef ben Shimon a remboursé à Tartampion, les deux seront ici remboursés. Ce serait ça le chidouche de la Mishnah. On reprend la fin de la Mishnah qui dit que Tzadi Arsu Isha. On avait dit comment on fait quand on a deux homonymes. On dit nom des grands-pères. Et on avait dit au pire, si c'est les mêmes, on dit qu'un est Kohen. Tana Imayu Shneem Kohanim. La Gemara continue dans une braïta. Et si les deux sont Kohanim, même grand-père et les deux Kohanim, Yirtevu Dorot. On écrira les générations, on reprendra les générations, donc l'arrière-grand-père, jusqu'à ce qu'à un moment donné, on tombe sur une différence. Nouvelle Mishnah. Haomer Ibno Shtar ben Shtarotav Parua, Venyodea Ezehu, celui qui dit à son fils qui va hériter de lui, tu sais, il y a un de mes documents de créance que j'ai qui est remboursé. Venyodea Ezehu, mais je ne sais pas lequel est-ce. Shtarot Kulan, pour être dans le doute, on partira du principe qu'il ne peut opposer aucun document à personne, de peur que ce soit celui qui est remboursé. Nimsa lechad, sham shnaim, agadol parua, dakatan eno parua. Si par contre, dans tous ces documents-là, il y a deux documents de créance qui s'opposent à la même personne. Là, puisque on a dit au départ que sur tous les documents que possède le père, seul un correspond à une dette qui a été remboursée, ça veut dire que la personne, autant chaque personne
peut ne pas rembourser en disant, mais attends, c'est peut-être moi qui ai remboursé. Mais par contre, vis-à-vis de la même personne qui a deux documents, qui a eu deux dettes vis-à-vis du père, il y en a forcément une qui est remboursée et l'autre qui ne l'est pas. Et donc, s'il y en a une qui ne l'est pas, il peut au moins récupérer une des deux dettes, mais dans le doute, il y a dos à la tartona, l'emprunteur qui est en train, le prêteur Mechila qui est en train ici de réclamer de l'argent ne pourra récupérer que la somme la plus petite, c'est-à-dire on considérera que sur les deux dettes qu'avait cette même personne-là, c'est la grande qui est dans le doute considérée comme étant remboursée et la petite qui ne l'est pas, donc il pourrait récupérer au moins la somme la plus petite des deux. Amar Rava Rava nous dit Shtar Beyadi Paroua. Celui qui dit tu as un document à toi qui est chez moi et qui est remboursé. Donc, c'est-à-dire que j'ai une dette, tu as une dette et le document je l'ai, il y en a un des deux qui est remboursé. Un Gadol Paroua Bakataneno Paroua. Pareil, là aussi, s'il y en a deux et qu'il y en a un seulement qui est remboursé, on dira à chaque fois que c'est le grand qui est remboursé, pas le petit. Rov lecha be'edi paroua shtarot kulam prunim. Si par contre l'expression est différente, c'est pas un document, j'ai un document à toi qui est remboursé, effectivement là on prend un des deux. Si par contre il lui a dit, il y a une dette, la dette que tu as envers moi est remboursée, même s'il y a deux documents, on dirait que tout est remboursé. Pourquoi? On fait une distinction ici entre un document et une dette. C'est-à-dire que s'il y a plusieurs documents, et que la personne a parlé d'un document, effectivement, c'est un document parmi plusieurs. Si par contre, c'est une dette peut englober finalement la totalité des sommes qui sont marquées sur le document, et c'est pour ça que Kulam Peroi. Amalé Ravina le Rava, Ravina, dit à Rava, et la meata, ça dit Mechuralecha, ça dit Gedola Mechuralo, ça dit Sheshlo Mechuralecha, Kol Zdota Mechurinlo. Il lui dit, mais attends, mais si c'est ça, selon toi, on ferait la même distinction avec un champ. Celui qui dit, Sadi Mechuralecha, Sadi Gedola Mechuralo. Celui qui lui dit, j'ai mon champ, j'ai mon champ qui t'est vendu. On dira que c'est le champ le plus grand qui est vendu. Sadeh Sheyeshli Mechuralecha. Celui qui dirait le champ que je possède t'est vendu. Kol Sedota Mechurinlo. On dira ici qu'on fera une distinction et que on dira que tous les champs lui ont été vendus. Et la Gemara répond Atam Yad Ba'al Ashtar à la Tartona. Et l'opposition ici, la Gemara est de dire qu'on ne peut pas faire ressembler les deux cas. Pourquoi? Parce que dans le cas du document, on parle du principe que Yado à la Tartona, ce qu'on a dit dans la Misha, c'est-à-dire que celui qui a le document, comme il fait sortir de l'argent à l'autre, on considère qu'il est toujours perdant, et c'est pour ça qu'on fait une distinction, et que dans le cas où il ne parle que d'un document, il est perdant et il ne prendra que la somme la plus petite, mais on ne peut pas comparer avec le cas d'une vente. Nouvelle Mishnah Malvé et Travero Ali Areb, Loi Para Min Areb. Mishnah importante ici, on parle de quelqu'un qui emprunte ou qui prête par l'intermédiaire d'un rêve. Un rêve, donc c'est un garant. Alors il faut mettre de côté un peu les notions de droit civil, droit français de garant, parce que vous allez voir ici que les fonctionnements sont légèrement différents. En tout cas, si on définit de manière universelle un garant est une personne, une tierce personne qui se met entre un emprunteur et un prêteur et qui permet finalement que le prêt justement soit contracté. Il permet de générer la confiance entre l'emprunteur et le prêteur, et c'est lui qui permet finalement que le prêteur accepte de prêter de l'argent. Maintenant, nous dit la Mishnah, quand on prête de l'argent par l'intermédiaire d'un rêve d'un garant, on ne pourra pas se faire rembourser chez le garant. Donc le garant ici n'est pas garant au sens strict du terme, puisqu'on ne peut pas récupérer l'argent chez lui. Mais nous dit la Mishnah, si par contre la personne qui prête écrit dès le départ, je vous préviens, je ne prête qu'à la condition que je puisse me faire rembourser, entre guillemets, chez qui je veux, donc en gros, que je puisse éventuellement me faire rembourser chez le garant, il pourra se faire rembourser chez le Aref, chez le garant. Rabban Shimon ben Gamliel Rashbag nous dit, Rashbag dit attention, même qu'on a précisé cela, ça ne pourra être que si l'emprunteur n'a pas de quoi rembourser. Sinon, on ne peut pas. Vechenay Rashbag, comme ça disait Rashbag, Arev Leisha, au passage par rapport au Arev, la Gemara va nous expliquer, la Mishnah va nous dire qu'il y a un cas qu'on a pu craindre
Un rêve leisha bektuvata. Un homme qui se porte garant pour l'actuva d'une femme. Donc l'actuva, c'est la somme que le mari doit payer quand éventuellement il la divorce. Donc au moment du mariage, un homme se porte garant et pour que la femme ait confiance en son mari, il dit voilà, je te préviens, je suis le garant. Et imaginons que ce soit un cas où il lui dit voilà, un garant, de telle sorte, et la femme dit voilà, où je te préviens, s'il ne peut pas me payer, je viens réclamer l'argent chez toi. Il y a Bala Megarsha, et si le mari veut la divorcer, il a dit Renna Anaa, il doit faire un éder de ne plus jamais profiter d'elle. C'est en gros, il doit s'interdire, Minatora, de pouvoir la réépouser. Pourquoi de peur qu'ils rusent tous les deux pour essayer de prendre l'argent du garant et qu'il l'épouse à nouveau. C'est-à-dire, on a peur qu'en fait la personne, comme justement il est possible qu'on récupère les biens du garant en question s'il s'est engagé de cette manière, on a peur que le mari et la femme s'entendent très très bien. Ils disent tiens, comme il y a eu un garant par rapport à l'argent de l'Aktuva, ce qu'on va faire tous les deux, c'est qu'on va faire semblant de divorcer. Je vais te donner un guet. Une fois que je te donné ce guet, tu vas aller voir le garant en disant voilà, mon mari ne peut pas rembourser, rembourse-moi, tu prends l'argent, je te réépouse le lendemain, et comme ça on pourra vivre pendant quelques temps sur l'argent du garant. C'est pour ça que celui qui divorce dans ces cas-là devra faire un éder de ne pas profiter de sa femme et donc finalement ne pourra pas la réépouser. Maintenant, la Gemara pose une question par rapport justement au garant. On a vu que lorsque la personne s'engageait à être garant, on a vu que la personne ne pourra pas rembourser selon Tanakama, ne pourra pas se faire rembourser chez le garant, sauf si il a précisé que je me ferai rembourser de qui je veux. Mais à la base, là, je m'en pose une question. Comment peut-on considérer l'engagement d'un garant si finalement il n'est pas engagé à rembourser dans aucun cas? Maïtama, quelle est la raison pour laquelle un garant ne rembourse pas? Rabba de Rabbi Yosef, d'après il y a aussi deux réponses. Rabba Rabbi Yosef, Gavra, Ashlim Tili, Gavra, Ashlim Milach. En gros, c'est comme si le garant pouvait lui dire écoute, voilà, moi, je me suis engagé à ce que la personne qui est présente ici se présente devant toi le jour où l'échéance de la dette arrive. Alors voilà, moi, je suis engagé à cela et regarde, voilà, on est arrivé donc au bout de 6 mois, c'est l'échéance. Je t'ai bien amené la personne. Maintenant, à toi de te débrouiller de récupérer l'argent, à toi de te débrouiller de voir s'il est solvable, ainsi de suite. Moi, je me suis simplement engagé à ce que la personne à qui tu as prêté, eh bien, une personne qui ne disparaît pas, qui ne va pas partir à l'autre bout du monde, elle est là, débrouille-toi pour récupérer ton argent, pour lui faire un procès, ainsi de suite. Matkiv la Rav Nachman objecte, Haïdina, des Parsaï. Rav Nachman objecte, alors non pas à Rabba et Rav Yosef, parce que normalement Rav Nachman est un peu avant, mais sur le principe de la Mishnah. C'est que même avec cette réponse-là, ou sans cette réponse, ça paraît un peu, euh, ça paraît un peu difficile à comprendre. Alors, la Gemara, il dit donc, Aïdina des Parsae, ça c'est, on dirait une halakha des Perses, on dirait un système juridique des Perses, c'est-à-dire qu'on ne comprend pas réellement comment ça fonctionne. Ça paraît illogique. Alors, la Gemara objecte, Adraba, Bata Arva, Azle. La Gemara dit au contraire, les Parsim au contraire, eux vont justement récupérer l'argent chez le Harem. Donc, en quoi ça ressemble à une halakha des Perses, le fait de dire que le harem n'est pas engagé, alors qu'au contraire, les Perses engagent le harem. Alors, Rav Nachman précise, et là, Beidina de Parsa et de l'Oyaveta Ama al-Mitayu. Non, lorsque Rav Nachman a dit ça ressemble à une halakha perse, c'est pas sur l'halakha, mais sur l'incompréhension qu'on en a. Les juges et les législateurs perses font des lois qui ne sont pas compréhensibles et ne les expliquent pas. Mais nous, ce n'est pas notre cas. Le fait que je ne comprenne pas la Mishnah fait que j'ai l'impression que cette Mishnah, c'est une halakha qui est perse. Alors, et là, Mar Nachman, donc, Maïloi para min arev, lo idba arev techila. Et donc, du coup, Rav Nachman propose et dit non, il est impossible de dire que dans certains cas, on ne peut pas du tout se faire rembourser chez le garant. C'est en fait, quand on dit qu'on ne se fait pas rembourser chez le garant, c'est qu'on ne pourra pas aller voir le garant en premier. Donc, on ne peut pas, si on n'a pas été voir l'emprunteur, voir s'il est solvable, on ne peut pas aller voir le garant directement. Tanya Nemerchi, la Gemara, nous dit que ce qu'a dit Rav Nachman est confirmé par une braïta. Malgré Traverol Ida Arev, Loïtvar, Arev Techila,
celui qui prête de l'argent avec un rêve ne pourra pas aller voir le garant en premier. Et même Almenat chez Paramimishir, tu sais, il va à rêve Techila. Mais par contre, s'il a dit, à condition, je prête à condition que j'aille me faire rembourser chez qui je veux, à ce moment-là, le garant est oui, engagé de telle sorte à ce qu'on peut, oui, engagé de telle sorte à ce qu'on peut aller chercher l'argent chez lui en premier. Amaravuna, maintenant, la Gemara pose une question. Minaïn la rêve de Mishta'abed. D'où sait-on que le Harev, que le garant est engagé? Quelle est la preuve que l'on peut s'engager comme un garant et que c'est un engagement qui est validé entre guillemets par la Torah? Alors, la Gemara propose, Irti, c'est marqué dans la fin de Bereshit, lorsque l'on a Binyamin qui est retenu par Yosef en Égypte, quand on ne sait pas encore que c'est Yosef, Nomri Shimon qui est retenu et que Yosef demande à avoir Binyamin, que Yaakov, leur père, refuse. À ce moment-là, hein, on a Yehuda qui vient et qui dit non, non, laisse-moi Binyamin, Anochi et Avenu, je me porte garant vis-à-vis de lui. Mais il a dit, t'es là chez nous, tu pourras me le réclamer à moi, je m'engage. Là-bas, il y a effectivement cette racine de Arev et Ervenu, je te le garantis. Et donc, du coup, ce serait la preuve qu'il y a un engagement de Harvout qui existe dans la Torah. Alors, réflexion de Raprizda, Matkibla Raprizda, Hakablanoti. Il dit là-bas, hein, c'est pas Arev au sens classique du terme, c'est ce qu'on appelle ici Kablanut. Pourquoi est-ce que c'est marqué directif? Tena Oto, il a dit, Va'ani Ashivenu. Donne-le-moi et je te le rendrai. Quelle est la distinction qu'il y a entre Arev et Arev Kablan? Arev Kablan, c'est vraiment quelqu'un qui s'engage à 100% comme l'emprunteur. C'est celui qui vraiment, une fois qu'il est garant, il est exactement au même titre que l'emprunteur. C'est comme si lui vraiment s'engageait. Il s'engage. Voilà, il lui dit, je te préviens, tu prêtes de l'argent à tel, sache que l'argent à la fin tu l'auras. Je m'engage moi à ce que tu récupères ton argent. C'est pas va récupérer l'argent chez le prêteur et si ça ne marche pas ou si tu ne peux pas ou si c'est compliqué, tu viens me voir. Moi, je te garantis que tu auras l'argent. Et Raprizda nous dit que même si la racine et Hervé nous vient de Arev, comme c'est marqué dans le verset qu'on a cité plus haut, le problème c'est que c'est marqué un peu plus haut. C'est Naoto l'a dit, donne-le-moi et je te le rendrai. Sous-entendu, je ne suis pas en train de te demander de prendre Binyamin, de le prêter à Yosef, et si tu ne récupères pas chez Yosef, moi je te le ramène. C'est non, prête-le-moi à moi et moi je te le rends. Ce qui veut dire qu'ici, il n'est pas garant au sens classique du terme, il est kablan, c'est-à-dire qu'il s'engage réellement à ce que la personne récupère son argent. Alors, autre preuve, et là, Ravitzrak, Meacha, les kahbigdo qui arev za, ou ba'ad nochia chavlehu. C'est un verset là-bas dans Michelet qui dit prends son vêtement qui arev za, ou ba'ad nochia chavlehu. Prends son vêtement car c'est un garant pour justement une étrangère. Il s'est porté garant pour une étrangère, donc prends son vêtement de l'envoi que le garant est engagé de telle sorte à ce que le prêteur peut lui prendre ses vêtements ou son argent. Et au passage, on rapporte un autre verset dans Michelet qui parle justement de la harvout, de l'engagement. Beni imrafta lerecha. Mon fils, si tu t'es porté garant pour une personne, tekarta les arkapecha, que tu as tapé dans la main d'un étranger, no kashta memre picha, ou un autre cas. Dans le cas où tu as frappé avec les paroles de ta bouche et que tu as insulté quelqu'un, tu as fait du mal, nikata memre picha, asezot et faux beni veinatzel. Tu as la seule manière de t'en sortir et de te sauver, qui va avec avrecha, car tu as tapé dans les mains de ton prochain, l'ech itrapes ou avrecha, va et essaie de finalement l'amadouer, ou avrecha et amène-lui des amis. Alagma explique, imamon yeshlo biatra, s'il a de l'argent, atelo pisatiad, rends-lui de l'argent parce que tu es garant. Veimla sinon, arbe alav re'im, va voir avec des amis, tu lui demandes pardon. Donc en gros, on a deux versets. Celui qui dit dans Michelet que tu peux prendre le vêtement du garant, et celui qui dit que si tu as été garant chez quelqu'un, si tu peux rembourser, tu prendras ton argent et tu paieras, sinon tu vas lui demander au moins pardon, mais on voit que là tu dois payer. Donc deux versets qui prouvent, à la place du verset de Yehuda, qu'un garant effectivement s'engage de manière financière. Maintenant, la Gemara nous dit Marabema, avec des Mishta'abed, le principe même qu'un garant s'engage réellement, contractuellement, c'est Marloket, Rabuda et Rabbi Yossi entre Rabuda et Rabbi Yossi dans la Mishnah. Rabbi Yossi Damas Marta Kanya, Are Mishta'abed, Marloket qu'on a déjà vu. Selon Rabbi Yossi, qui dit que Smarta Kanya,
ça marche. Rabbi Yehuda Amar Asmarta lo kanya, Arev lo mishtabet. Selon Rabbi Yehuda qui dit que ça ne marche pas, Asmarta, ça ne marchera pas ici, Arev. Rappelez-vous, quel est ici le din Asmarta? Asmarta, hein, c'est quelqu'un qui s'engage, clairement, à l'oral. Il s'engage sur quelque chose, mais la logique de la situation nous montre que la personne n'a pas réellement d'intérêt ou d'intérêt objectif ou de raison réellement de le faire. L'engagement paraît un peu, entre guillemets, bête, un engagement dans lequel la personne est perdante. Mais on a l'impression que la personne l'a fait parce qu'elle avait une motivation particulière. Encore une fois, l'exemple classique que l'on donne à chaque fois, ce sont les jeux d'argent. On part du principe que pourquoi les jeux d'argent sont interdits? Parce qu'à Smarta Lokania, c'est-à-dire que la personne qui s'engage à jouer n'a pas réellement envie de prendre le risque de perdre 10 000 euros. La seule chose qu'elle veut, c'est jouer, pouvoir gagner éventuellement. Donc, comme elle sait que la seule manière de rentrer dans le jeu, c'est de mettre de l'argent sur la table et de dire voilà, si je perds, je donne l'argent. Alors il le dit, mais dans le fond, il ne dit que pour que l'on accepte de le faire rentrer dans la partie. Mais réellement, il ne veut pas réellement. Et donc lorsqu'il perd et qu'on lui prend l'argent, c'est finalement comme si on lui prenait l'argent un peu de force parce qu'il ne s'est pas réellement engagé. Là aussi, ici, c'est Asmarta Lokania. Un rêve, un garant. Un garant. Ça n'a pas de sens qu'un garant s'engage. Une personne prête de l'argent à un autre. Alors, celui qui prête de l'argent fait une mitzvah de la Torah de prêter. En plus, il a le profit que la personne lui est redevable. Bon. Et on a de l'autre côté le prêteur. Donc chacun s'engage. Bon, on peut comprendre que l'emprunteur s'engage à rembourser parce qu'il a reçu l'argent. Donc il est content d'avoir reçu l'argent et en contrepartie il s'engage à rembourser. Mais le garant ici qui est là, lui ne gagne rien. Pourquoi prendrait-il un risque de payer toute la somme alors que cet argent-là ne lui a jamais servi? Il faudrait, entre guillemets, être fou pour le faire. Et donc, est-ce que finalement, il ne manque pas dans l'engagement du Harev une raison objective de s'engager? Et si il manque, à ce moment-là, on retombe sur un cas de Asmarta. On a l'impression finalement qu'il s'engage clairement à l'oral, mais que finalement, c'est un engagement qui repose sur pas grand-chose. Et donc, du coup, celui qui dit qu'Asmarta Kanya, ça marcherait, celui qui dit que ça ne marche pas, ça ne marcherait pas ici. Alors, Agma dit très bien. Mais Ravashi oppose quelque chose. Ravashi, la même à d'Asmarta Lokanya. Le problème, c'est que la halakha aujourd'hui, elle est de telle sorte à ce que d'un côté Asmarta Lokanya, on part du principe qu'un engagement qui est fait sans intérêt et qui paraît être motivé par quelque chose d'extérieur, ça ne marche pas. Mais d'un autre côté, un rêve peut s'engager. Donc c'est contradictoire a priori avec ce qu'on vient de dire. Alors comment ça marche? Réponse ici de l'Agmara. Et là, Ravashi propose, Ba'ouana adeka mehimanla, Gama Mishla ben Nafshi. L'Agmara, ça n'a rien à voir avec ici, Asmarta. Asmarta, il n'y a aucun profit. Ici, la personne qui est garante a un profit. Pourquoi? Parce que c'est lui qui permet le prêt. La personne veut de l'argent, l'autre ne veut pas prêter. Lui, il arrive, il dit voilà, je me porte garant. Le profit, le kavod qu'il tire, le bénéfice qu'il tire de la confiance qu'on lui accorde dans cette histoire, ce bénéfice-là justifie justement son engagement. On a trouvé finalement un profit qu'il a et qui justifie son engagement. Dans la mission, on avait dit celui qui dit à condition que je me fasse rembourser qui je veux, il peut. On nous dit ici que c'est à la condition que l'emprunteur n'ait pas d'argent. Mais si il n'a pas, on n'ira pas voir le garant. L'Agma dit attends. Ça, c'est déjà ce que dit Rashbag dans la Mishnah. C'est la discussion que Rashbag est un Akama. Puisque c'est Rashbag qui a dit, qui vient s'opposer et dire qu'on ne peut récupérer chez le Harev que si l'emprunteur n'a pas. De là, tu vois que Miklad est un Akama, ça veut dire que celui qui était avant et qui disait qu'on peut aller voir le Harev, ça va, c'est-à-dire qu'il ne faisait pas de distinction. Dans tous les cas, on peut aller voir le Harev. La Gemara reprend la Mishnah et l'explique. Comme ça, il faut expliquer. Celui qui emprunte par un garant. À la base, un garant stam, il ne peut pas aller récupérer l'argent. Si on a précisé que je me ferai rembourser de qui je veux, là, on pourra aller voir le garant qui sera engagé, mais avec certaines conditions, dans le cas où l'emprunteur n'a pas d'argent. Maintenant, troisième situation, Kablan, dans le cas où il y a un engagement qui est total, là, et là, effectivement, c'est là que le Tanakama dira que le Kablan, lui, est tellement engagé comme un emprunteur
que là, on peut aller voir le Harev, les Khatrila dès le départ, sans même voir si l'autre est solvable. Et c'est là que Rajbak dit non. Non. Si il y a de l'argent chez l'emprunteur, même un kablan ne pourra pas être demandé avant. Amar Rabba Bar Bachana Mar Rav Yochanan, aussi ton Rav Yochanan, comme chez Shana Rab Ashbag, mais Mishnah, tout endroit il y a l'avis de Rashbag dans une Mishnah, Alacha Kemoto Lalacha comme lui, sauf trois cas dans le nôtre. Chutz mi Arev Tzidon Uraya Charona, sauf le cas de Arev Tzidon Uraya Charona qui sont deux autres halachot, mais en tout cas, on voit ici au passage que l'halakha n'est pas comme lui. En tout cas, à la fin, cette Chassurah Mersera, cette nouvelle version de la Mishnah, résume bien, on a trois types de Arev. Arev Stam, Arev dans lequel on dit on peut aller rembourser chez qui on veut, et le Arev Kablan. Le Arev Stam, il n'est quasiment pas engagé. On ne peut pas aller lui récupérer de l'argent, simplement il est là pour, entre guillemets, montrer, faire en sorte que les choses se passent bien, que la personne puisse se présenter devant lui plus tard et être éventuellement présentable devant un tribunal. Après, on a celui qui peut payer, mais qui selon tout le monde ne pourra payer que si l'autre n'est pas solvable. Donc c'est un rêve dans lequel on a dit je peux aller me faire rembourser chez l'un ou chez l'autre. Et après on a le Aref Kablan qui lui selon tout le monde est engagé et est quasiment engagé comme un emprunteur. Et donc comme il est comme un emprunteur, selon Tanakama, on pourra aller le voir même sans aller voir l'emprunteur, alors que selon Rajlog, mais dans ce cas-là, il faudra vérifier d'abord que l'emprunteur n'est pas de quoi